je me remets entre vos mains pour votre décision. Et de toute manière, si vous ne me prenez pas comme officier de gendarmerie, je rentrerai en école de sous-officier et je ferai carrière en gendarmerie. Mais vous pouvez être sûr que je n'irai pas dans une autre institution. Et effectivement, ça a payé, mais c'est, je ne sais pas si on peut appeler ça une stratégie comme tu l'as fait. Mais les élus sont vraiment nos partenaires du quotidien. Et c'est avec eux vraiment que j'ai des relations, mais vraiment quotidiennes, avec certains maires de ma circonscription ou leurs adjoints. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast qui donne la parole à des jeunes fonctionnaires pour transmettre leur ambition pour la chose publique. En revenant d'abord sur leur parcours personnel, on essaie de comprendre le cheminement pour devenir fonctionnaire. Ensuite, on se concentre sur leur poste et sur leurs missions actuelles dans le service public. Enfin, des conseils très personnels sont donnés pour réussir les concours. Aujourd'hui, c'est au tour du lieutenant Aurélien, 29 ans, officier de gendarmerie nationale, de revenir sur son parcours. On y découvre le maillage territorial de la gendarmerie et comment, en tant que commandant de brigade à Ouistreham, il travaille quotidiennement sur le terrain avec ses agents, sa hiérarchie et même les élus. Sécurité, distraction avec la police, proximité avec les usagers, cet épisode est un focus régalien. Avant de vous souhaiter bonne écoute, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast et à le partager autour de vous si vous aimez la démarche et le contenu. Bonne écoute. Bonjour Aurélien. Bonjour David. Merci d'être avec nous, d'avoir fait le déplacement depuis Caen et de partager ton expérience d'officier de gendarmerie nationale. Je vais d'abord te présenter et ensuite on parlera de ton parcours personnel, de tes missions et bien sûr de tous les conseils que tu peux donner à nos auditeurs. Aurélien Lefrapper, tu es né en 93 à Paris et tu commences le post-bac, d'abord en médecine à l'université Pierre et Marie Curie en 2011 et tu doubles ta première année parce que malheureusement tu n'es pas reçu dans ce cursus. Tu te réorientes à l'université Paris 2 Panthéon-Assas pour étudier le droit. De 2013 à 2016, tu y suis une licence avec une orientation déjà pour le droit public. Et dès la fin de ta deuxième année de licence, tu intègres la gendarmerie nationale en tant que sous-officier de réserve, dans la réserve opérationnelle dans l'Essonne, où tu resteras d'ailleurs jusqu'à ta réussite au concours 4 ans plus tard. Et cette même année, en 2015, tu deviens jeune auditeur à l'Institut des hautes études de la défense nationale, aussi connu sous le sigle de IHEDN. Après ta licence de droit, tu poursuis avec un master en droit public l'année suivante et un master de sécurité et défense à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Ça correspond à peu près à 2016-2018. Et tu seras notamment auditeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice en 2018. Tu poursuis ton cursus en allant à Sciences Po en 2018 pour y perfectionner, le temps d'une année, ta préparation au concours. Et c'est chose réussie puisque tu es reçu au concours d'officier de gendarmerie nationale, le concours OGN, à la fin de cette année de prépa. Après 2 ans de formation, tu sors en août 2021 en tant que commandant de brigade à la brigade de Ouistreham. Est-ce que tout ça te semble fidèle et suffisamment exhaustif ? Oui, c'est parfait, c'est toute ma vie en quelques lignes. Eh ben, on va explorer justement cette vie, mais en quelques lignes, peut-être en plus de minutes quand même. Quand on voit ton parcours, le régalien est très 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 prégnant. Tu as d'abord souhaité faire médecine, et à défaut, tu as basculé dans le droit. Est-ce que déjà en médecine, tu avais le souhait d'y ajouter une coloration régalienne ? Je sais pas, peut-être médecin dans des zones de conflit ou médecin dans des situations un peu compliquées en termes de sécurité. Oui, absolument, puisque en fait, quand j'étais en terminale, j'avais passé notamment le concours, un peu en amateur, de médecin militaire. C'est un concours qui se passe en terminale. En fait, une fois qu'on a ce concours, on rentre dans la première année de médecine militaire. Et je ne l'avais pas eu, puisque je ne l'avais pas préparé non plus outre mesure. Et donc après, je suis rentré en médecine normale. Maintenant, ça c'était la petite touche régalienne. Maintenant, la médecine, ça dépassait vraiment le côté régalien et le côté militaire, pour le coup, puisque j'avais vraiment cette envie d'être médecin. Précisément, je peux le dire maintenant, parce qu'il y a largement prescription, je voulais être pédiatre. Je ne saurais pas exactement dire pourquoi, il n'y a pas eu d'événement précis dans ma vie qui a fait que j'ai voulu devenir pédiatre, mais c'était vraiment, je pense que j'avais déjà chevillé au corps cette envie d'aider, cette envie de secourir d'une certaine manière, et c'était vraiment quelque chose qui me structurait à l'époque, qui me donnait vraiment envie. Puis après, je suis rentré dans les tranchées de la fac de médecine, où effectivement, je m'en suis sorti pas si mal que ça, même si j'étais à la Salpêtrière, c'était loin d'être évident comme fac, et malheureusement, à la fin, j'étais pas trop mal classé, mais je n'avais pas médecine, puisqu'à l'époque, le numerus clausus était très, 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 très réduit.
Et j'avais pharmacien, maïeutique, dentiste, je crois, je sais plus. Mais c'est vraiment la médecine que je voulais. Et donc j'ai fait le choix de me réorienter complètement. En plein mois d'été, j'ai fait un dossier à Assas. Et je me suis retrouvé donc en première année en droit, à Convention. Et c'était parti pour de nouvelles aventures. Le droit, la médecine, est-ce que c'est vraiment la même chose? Comment tu as vécu un peu cette transition? Je pense que tu avais déjà une certaine méthode de travail, parce que si tu as réussi à avoir les autres formations, pas médecine, mais les autres formations, tu avais quand même une capacité à fournir du travail pendant 2 ans. Faisable, facile, tu es dans ton élément? Alors un grand point commun que j'ai trouvé entre le droit et la médecine, et puis d'ailleurs il y a pas mal d'anciens de médecine qui ont fait du droit, c'est le côté scientifique. C'est que contrairement aux apparences, le droit est une matière extrêmement scientifique, où il faut, en tout cas pendant les études, avoir un raisonnement très, très carré dans les démonstrations. Je t'apprends rien. Donc ça, c'est un gros point commun que j'ai retrouvé. Et puis effectivement, j'ai coutume de dire quand même que j'ai jamais autant travaillé personnellement que quand j'étais en médecine. Juste post-bac, on n'est pas vraiment préparé à ça. Et donc après le droit, effectivement, je suis arrivé bien armé grâce à ce que j'avais pu fournir en médecine. Et on reviendra peut-être aussi sur ton regard sur la prépa, puisque après, tu as fait une prépa en 2018 à Sciences Po, donc on est 5, 6, 7 ans plus tard. Tu as dû sans doute aussi capitaliser sur ton expérience en médecine et affronter peut-être de manière plus sereine aussi à un âge de la vie où on est un petit peu plus mature sur les choses. Mais on va d'abord finir cette étape licence de droit à Assas, où là je suis un peu intrigué parce que qu'est-ce que tu en attends en fait d'Assas? Est-ce que tu veux déjà faire les concours régaliens? Ou est-ce que c'est en 2015 où là tu as la bascule avec à la fois réserviste et auditeur à l'IHEDN? Comment tu prends tes marques dans cette université avec une nouvelle matière? Alors j'avoue que je me rappelle pas trop exactement ce que je voulais en première année faire à l'issue de mes études de droit. Ce qui est sûr, c'est que je crois pas que je voulais déjà être officier de gendarmerie. Je suis même pas sûr que je connaissais à 100% déjà ce métier. Je sais intérieurement que j'avais quand même déjà le goût pour la chose publique, ce qui a expliqué après mon orientation notamment en droit public en général. Et je réfléchissais à des métiers en ce sens. Maintenant, quand on est en première ou en deuxième année de droit, on peut rêver à des métiers, mais on se concentre d'abord sur tout le travail qu'on a à fournir et sur le fait de valider ces semestres, malheureusement. Alors je te rejoins sur le fait de vouloir valider ces semestres à tout prix, mais en même temps, quand on est en licence, on doit préparer son dossier pour Master 1, Master 2. Si on peut colorer son parcours de licence d'activité associative, d'expérience un petit peu à côté, ça peut peut-être valoir une admission dans un master alors qu'on a une note un peu inférieure par rapport à d'autres camarades, mais tu sais déjà de quoi on parle. Mais de ce que tu me dis, c'est d'abord travailler pour la chose publique. Donc est-ce que c'est l'idée d'être fonctionnaire? Et après tu regardes dans la panoplie des missions que permet de faire l'État, etc. Là tu choisis, ok, les concours régaliens, ça m'intéresse. Oui, alors déjà, je suis absolument d'accord sur le fait de colorer dès que possible son parcours en droit ou dans quelques autres études sur ce qu'on veut faire un jour, puisque la sélection en master était déjà à notre époque quelque chose de très compliqué. Et effectivement, surtout dans le master 2 que je me suis retrouvé à faire, qui était le master 2 sécurité défense d'Assas, il y avait un choix du directeur de master qui était très à base de profil quand même. Bien sûr qu'il y avait une base générale on va dire, de niveau académique. Maintenant, il y avait un choix qui était fait sur profil. Après, je ne veux pas préjuger des autres masters en général, mais je pense que c'est quand même souvent le cas où des profils vraiment colorés peuvent être une garantie derrière de réussite à des concours administratifs. Et donc forcément, ça aide. Et ça aide aussi en fait à ne pas taper à côté. C'est quand même des métiers de fort engagement personnel. Il faut quand même savoir ce sur quoi on arrive. Alors, je ne me rappelle plus exactement quel a été le fait générateur quand j'étais en deuxième année pour faire ma préparation militaire gendarmerie et donc commencer à toucher du doigt la gendarmerie. Il y avait à l'époque notamment la réserve de la gendarmerie. À l'époque, il n'y avait pas de réserve en police, par exemple. En tout cas, de réserve pour les jeunes opérationnels. Et donc, je suis rentré en réserve gendarmerie et j'ai pu observer de l'intérieur le travail des gendarmes que je connaissais peu, mine de rien, ayant principalement grandi en zone police. Et tout de suite, en fait, ça a matché. Tout de suite, ça a matché. Je me suis vraiment reconnu à titre personnel. La réserve a été clairement un point de bascule pour moi, à me dire que c'est exactement ça que je voulais faire. Alors déjà, je voulais juste qu'on fasse une précision, parce que tu as dit zone police, zone gendarmerie. Je suppose que c'est par rapport au ressort territorial d'action, la police étant sur la ville, alors que la gendarmerie est plutôt en campagne. Et donc tu fais tes armes à la gendarmerie pendant plus de 4 ans.
vraiment tu t'y épanouis. Et à côté de tes études, tu donnes à peu près combien de temps par an? Ça marche comment un petit peu cette réserve? Parce que je pense que chez nos auditeurs, peut-être des personnes qui ont envie de vouloir passer les concours régaliens et qui ont encore 2-3 ans devant eux, ou même peut-être déjà sur une année, ils vont peut-être vouloir s'inscrire aussi en réserve pour découvrir. Est-ce que tu as un peu des détails croustillants à nous raconter sur cette réserve et cette expérience? Alors déjà, de toute manière, je le conseille à 100% à des candidats pour notamment le concours de gendarmerie, d'officier de gendarmerie, pour deux principales raisons. Déjà, une raison personnelle, savoir exactement si c'est ce qui nous plaît dans le travail du quotidien, de ce que fait le gendarme au-delà des reportages divers et variés, savoir si on est fait pour ça, parce qu'on peut avoir l'aspiration pour, mais les contraintes du métier et ceux auxquels on peut être confronté font que parfois on n'est pas fait pour ça. Donc ça, c'est important aussi d'avoir de tester grâce à la réserve, comme ça, en quelques jours par mois, d'être confronté à des situations dramatiques, diverses et variées, à des situations de stress, et de voir si on est fait pour ça. Et après, au-delà de ça, on parlait juste avant pour les masters, mais aussi donc au niveau du concours, notamment donc d'officier de gendarmerie, on fait une lettre de motivation, un CV, et on a l'épreuve REN, le grand oral, où bien sûr le fait d'avoir une expérience comme réserviste est clairement déterminant. Et là où j'invite les gens, donc tu posais la question sur combien de temps je pouvais y consacrer, moi il y a eu un moment où j'étais vraiment rentré en rythme de croisière, où j'y allais tous les week-ends en fait. Je faisais ma semaine à Sas, et tous les week-ends, en général c'était un jour sur les deux, j'étais en réserve, mais vraiment littéralement toutes les semaines. Puis après on est mobilisé en plus grand nombre quand il y a des grands événements. Par exemple, j'avais fait l'Euro 2016, beaucoup de services post-attentat, où on avait des services de sécurisation dans Paris, et ça permet donc de rapidement savoir si c'est ce qu'on veut, et ça m'a aussi permis d'observer de l'intérieur au fur et à mesure la gendarmerie. Et j'ai pu être placé aussi en situation de commandement, même en réserve. Alors, de mon point de vue aujourd'hui, c'était des commandements extrêmement mineurs. Mais par exemple, donc la préparation militaire gendarmerie, c'est donc 15 jours où on est formé à être réserviste. Et moi, j'ai eu l'occasion, après, d'y être employé comme cadre, où j'ai donc, à mon petite échelle de commandement, commandé mon petit peloton d'aspirants réservistes. Et ça m'a posé les premières bases. Et à ce moment-là, j'avais eu l'occasion d'échanger notamment avec des officiers de gendarmerie d'active. Et en fait, les briques ont commencé à s'empiler, où il y avait la réserve notamment qui m'a montré que c'est vraiment ce que je voulais faire. À côté, les études de droit qui me montraient que j'avais vraiment toujours l'aspiration pour la chose publique en général, servir l'État, servir la France. Donc gendarmerie, droit. Et enfin, la troisième brique, c'était grâce à cette mise en situation un peu de commandement, où je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Et la conjugaison de tout ça, c'était officier de gendarmerie. Alors, c'est marrant parce que tu dis situation de commandement, donc c'est un peu du management mais version militaire. Est-ce qu'on dit la même chose en police nationale, de commander, ou c'est plutôt un terme qui est réservé? Parce que je sais qu'Annabelle, dans l'épisode 1, justement, commissaire des armées, utilise ce terme de commander, soutenir, etc., tout ce vocabulaire militaire. Alors, je pense que la police emploie aussi le terme de commandement. Historiquement, le commandement, c'est vraiment quelque chose de militaire. C'est-à-dire que le fait de commander est vraiment une attribution très importante de l'officier. C'est-à-dire, il y a toute cette thématique par rapport au sabre, etc., le fait de commander la charge, etc., c'est très important. Maintenant, de manière beaucoup plus moderne, aujourd'hui, il y a plein de débats de doctrine sur l'équilibre entre commandement, management, puisqu'on fait plus trop de charges de cavalerie en ce moment. Mais dans le commandement, on fait du management, c'est-à-dire qu'au quotidien, moi, je fais énormément de management sur le plan RH, sur le plan financier, sur le plan médical, du suivi médico-statutaire de mes personnels. Mais la grosse différence, c'est que le commandement, moi, pourquoi je commande, c'est parce que j'ai la capacité, en prenant des décisions, d'engager la vie de gens. C'est-à-dire que c'est la petite distinction que je fais, c'est que oui, je manage des équipes. Maintenant, les décisions que je prends sur le terrain d'engager mes personnels vont engager des vies, alors que ce soit les vies de mes personnels, ma propre vie, ou la vie de la population et des victimes. Et c'est la distinction que je ferai quand même, qui est très importante. Oui, parce que tu as dit petite différence, mais pas des moindres quand même. Mais j'ai une petite question quand même sur l'aspect gendarme-police. On reviendra plus en profondeur dans la partie 2, justement, sur qu'est-ce qu'un commandant de brigade. Mais la distinction avec la police, tu l'as pas tenté ce concours.
Est-ce qu'il y a une grosse différence entre officier de gendarmerie, officier en police? D'ailleurs, ça correspond au grade de commissaire, il me semble. Comment on est venu à écarter la voie police dans une phase où, quand on passe des concours, on essaie aussi de rentabiliser son année de préparation concours, et c'est peut-être un peu plus compliqué quand on n'en passe qu'un seul. Il y a plusieurs sous-questions dans ta question. Déjà, la grande différence entre la police et la gendarmerie, c'est le statut. C'est que la gendarmerie, historiquement, mais quand je dis historiquement, c'est genre vraiment historiquement, puisque c'est depuis le XVe siècle, une émanation des forces armées. Donc les gendarmes, plus au XVe siècle, mais en 2023, a toujours un statut militaire, est un militaire. Je suis un officier militaire qui suis passé par des écoles militaires de formation. Tous les gendarmes passent par un cursus militaire dans leur formation. Maintenant, on est donc des militaires intervenant pour des missions notamment de police judiciaire et de sécurisation sur le territoire national. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez hybride, mais qui n'est pas un modèle unique en France, qui est un modèle qu'on peut retrouver dans d'autres pays européens, comme en Espagne, comme en Italie. Maintenant, au niveau des missions du quotidien, c'est pas pour rien qu'on est tous les deux, police nationale et gendarmerie nationale, rattachés au ministère de l'Intérieur depuis 2009. C'est qu'en fait, on a des missions qui sont relativement similaires, qui sont au service de la population, pour appliquer la loi au service de la population. Et une bonne illustration de ça, c'est qu'on a des services communs entre la police et la gendarmerie. Non seulement ponctuellement sur des grands événements, mais aussi, pour faire court, dans le domaine de la police judiciaire, il y a des grands offices, donc ça c'est des grands services centraux au niveau du ministère, qui interviennent dans certains domaines d'infraction très spécifiques. Donc par exemple, ça va être l'environnement, ça va être les génocides, ça va être les stupéfiants bien sûr. Et ça, tous ces services sont des offices communs, police et gendarmerie, dans lesquels tu auras des gendarmes et des policiers qui œuvrent pour la même chose. Alors après, à titre donc très personnel, moi je suis un grand passionné d'histoire, notamment d'histoire militaire, et je pense que c'est une des raisons qui ont fait que j'étais attiré par les forces armées en général, et donc en particulier par la gendarmerie nationale que j'avais pu connaître par la réserve. Donc effectivement, j'ai pas du tout eu l'intention de passer les concours de police. C'est un peu comme sauter en parachute sans ventral, mais j'ai passé uniquement le concours d'officier de gendarmerie et le concours de sous-officier de gendarmerie. Bon, c'est une stratégie à payer, et peut-être que quand tu étais en grand oral devant les personnes, ils ont bien senti que tu ne voyais que la gendarmerie et que tu ne passais pas en même temps en complément les concours de la police. Oui, alors justement, je rebondis là-dessus. Et au concours d'officier de gendarmerie, donc il y a un grand oral. C'est une question qui vient sur le tapis. Est-ce que vous avez passé d'autres concours? Est-ce que vous avez passé la police, les douanes ou que sais-je? C'est vrai que moi, j'y suis allé tapis, quoi. Puisqu'effectivement, au général, j'ai dit, j'ai passé que officier de gendarmerie. Je suis aussi admis comme sous-officier de gendarmerie, mais donc c'est vraiment uniquement la gendarmerie que je veux. Maintenant... Je me remets entre vos mains pour votre décision, et de toute manière, si vous ne me prenez pas comme officier de gendarmerie, je rentrerai en école de sous-officier et je ferai carrière en gendarmerie, mais vous pouvez être sûr que je n'irai pas dans une autre institution. Et effectivement, ça a payé, mais je ne sais pas si on peut appeler ça une stratégie comme tu l'as fait. En y réfléchissant a posteriori avec un peu d'expérience, je me dis que c'était quand même un petit peu... c'est un peu fou, ouais. Mais pour autant, est-ce que tu pouvais envisager une deuxième année de préparation concours où tu avais un besoin vraiment de travailler et tu ne pouvais pas te permettre de repasser en externe ce concours? Non, alors là-dessus c'est extrêmement clair. C'est aussi pour ça que j'avais passé le concours de sous-officier dans la même année où je préparais le concours d'officier. C'est que... au bout de 5 ans d'études de droit, une année de prépa, 2 ans d'année de médecine, il fallait absolument que je rentre dans la vie professionnelle. J'avais pas envie de relancer une année de prépa, sachant que j'avais l'expérience, j'avais des camarades, notamment que je voyais dans la prépa, quand on était à leur 2e ou 3e année de prépa, notamment pour la magistrature. Et je me voyais pas relancer ça, et puis personnellement, je voulais vraiment rentrer dans la vie professionnelle. J'avais ce concours de sous-officier, j'étais à 2 pas du concours d'officier, donc même si je l'avais pas eu, tant pis, je serais rentré comme sous-officier. Tu rentres donc à l'école d'officier de gendarmerie nationale avec une forte volonté de devenir gendarme. Et donc, peut-être même as-tu vu venir, quelle ambition tu portes à ce moment-là, ou peut-être même une ambition que tu portes toi aujourd'hui, pour la fonction publique, mais plus spécifiquement sur les métiers du régalien, sur le métier de gendarme, d'officier? Alors, quand je suis rentré à l'école des officiers de gendarmerie, j'avais déjà l'ambition de faire le métier que je fais actuellement, c'est-à-dire d'être commandant de brigade de gendarmerie départementale.
puisque on y parlera peut-être juste après, mais il y a plusieurs métiers qui sont accessibles pour nous en tant qu'officiers en sortie d'école. Il n'y a pas que la départementale. Mais j'avais déjà donc cette ambition vraiment de servir la population au plus près et de servir vraiment la République, d'avoir un métier qui s'inscrit aussi dans une continuité. C'est très important pour moi en tant que passionné d'histoire, on va dire, c'est qu'on s'inscrit dans une continuité de plusieurs centaines d'années de personnes, hein, que ce soit des officiers de gendarmerie ou que ce soit des fonctionnaires de tout type qui servent la France et la République depuis des siècles. Pour moi, ça ne s'inscrit pas du tout dans le passé, ça s'inscrit dans l'avenir. C'est qu'en se mettant dans le sillage de tous ces gens-là, on continue à protéger la France au quotidien et à préparer son futur. Et c'est effectivement, c'est ma modeste ambition du quotidien, c'est qu'à notre petit niveau, on participe à maintenir la cohésion nationale et à préserver la France. Et donc cette double ambition que tu portes, à la fois de travailler sur des missions qui ont une certaine ancienneté, mais pour l'avenir et pour la population locale, pour la République, est-ce que ce regard-là, tu l'as retrouvé peut-être dans des œuvres, un objet, une œuvre d'art, un film, un livre peut-être même, qui ont été assez inspirants pour toi et qui représentent ce qu'est le métier au quotidien de gendarme ou plus généralement dans le régalien? 2 œuvres dans la période récente de films qui, je trouve, peuvent montrer un peu des éléments intéressants de notre quotidien. C'est par exemple le film Bac Nord. Bac Nord, ça parle de cette brigade anticriminalité des quartiers nord de Marseille, auquel il est arrivé tout un feuilleton judiciaire. Mais là, je parle pas de ça, je parle vraiment de ce que montrent les acteurs assez bien. C'est cet esprit où parfois dans notre métier, tu dois prendre des décisions dans la seconde, mais en fait des décisions qui engagent des vies et qui engagent vraiment des fois un engrenage très important, y compris avec des dimensions judiciaires, etc. Donc au-delà de ce qui est traité dans le film, je trouvais que les acteurs ont très bien montré ça. C'est cette prise de décision de l'instant parfois qu'on doit faire et qui après est décortiquée énormément, et que nous-mêmes on décortiquera après pendant des années parfois. Ça montrait bien ça. Et un autre film, hein, pour rester dans la thématique, plus ancien, il y a quelques années, c'était Police, le film de Maïwenn, qui parlait à nouveau des policiers, de la brigade des mineurs de Paris. Et là, c'est plus par rapport à notre relation avec les victimes et notre immersion au quotidien dans la détresse, dans la détresse des gens, dans la détresse sociale. Et je trouvais que le film, à nouveau, montrait ça très bien, avec des acteurs qui le rendaient bien. Voilà, on a un métier qui nous immerge dans le pire que peuvent vivre les gens. Les gens qui peuvent être victimes, les gens qui peuvent être dans une situation de détresse. Et c'est vrai que nous, on doit toujours avoir cet équilibre entre objectivité, puisqu'on doit en sortir des faits qui ont des qualifications pénales. Donc il y a une objectivité nécessaire, mais aussi une empathie aussi, avec des gens qui sont vraiment dans la détresse. Ou à la suite d'accidents, par exemple, de la route, une détresse physique, une détresse... au-delà de la détresse sociale, c'est aussi face aux dégâts que peuvent causer une insécurité sur plusieurs aspects. Merci pour ces 2 films. Et on va aborder maintenant le concours, l'école et les missions que tu réalises en tant que commandant de brigade à Ouistreham. Aurélien, tu es commandant de brigade à Ouistreham, mais avant d'arriver sur ce poste, en 2019, tu réussis le concours d'officier de gendarmerie et tu entres le 1er août à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. Est-ce qu'on peut revenir d'abord sur le concours et la durée de l'école, de la formation, avant d'aborder ton poste et tes missions? Alors le concours, sur les épreuves écrites, épreuves orales, le sport, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Donc pour les épreuves, tout d'abord, comme dans la plupart des concours de la fonction publique, on a une épreuve de culture générale. Ensuite, on a une épreuve à option. Moi, j'avais pris le droit public par rapport à mes études. Il y a aussi la finance publique, l'histoire géo. Ensuite, il y a une épreuve très particulière qui est l'épreuve de synthèse de dossier, où on a un fond documentaire assez important sur un sujet d'actualité qu'on doit résumer en 600 mots. Donc ça, c'était les épreuves d'admissibilité. Et puis une fois qu'on a... Attends, excuse-moi, en 600 mots, ça veut dire que vraiment tu dois compter mot par mot et tu dois rendre une copie bien carrée, grand max, quoi. Oui, absolument. Dans le décret des épreuves, il y a, pour les candidats qui s'y intéressent, la manière exactement de compter les mots.
Il y a certains mots qui comptent, certains mots composés qui ne comptent pas en fonction de leur sens. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour les dates, etc. Oui, c'est vraiment une épreuve très, 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 très particulière, puisque le fond documentaire est très vaste, hein, mais qu'il doit y avoir, effectivement, on doit compter précisément les mots. L'évaluation de l'esprit de synthèse est poussée à son paroxysme, mais c'est assez intéressant intellectuellement. Donc une fois qu'on a passé la barre d'admissibilité... Qui a combien à peu près en général sur des concours comme ça? C'est quoi? C'est 11 Par exemple, sur mon concours, parce que je me rappelle assez bien les chiffres, on était à peu près 400 personnes, un peu moins, aux écrits à composer. Et il y avait eu 70 ou 75 admissibles. Donc on arrive sur les épreuves d'admission, où là il y a l'épreuve reine, bien sûr, le grand oral, devant donc un jury composé d'officiers supérieurs de gendarmerie, dont le président du jury, hein, en général. Et ensuite, il y a des épreuves un peu plus spécifiques. Donc il y a une épreuve de langue, à option. Alors moi j'ai pris l'anglais, avec pareil des officiers de gendarmerie et des professionnels, où là on est sur une épreuve de connaissances, enfin d'expression en anglais, mais en fait aussi d'anglais professionnel, on pourrait y revenir, mais très important d'arriver avec du vocabulaire professionnel, puisqu'on va nous demander de nous présenter notre projet gendarmerie, mais en anglais. Et il y a beaucoup de termes quand même très spécifiques. Ensuite, donc, on a une épreuve qui est à nouveau un oral sur les grandes questions de défense et de sécurité. Donc là, on a un livret pour nous appuyer, mais qu'on doit bien sûr étayer par des recherches personnelles, sur plein de sujets concernant, par exemple, l'organisation générale de la défense de la France. Donc il va y avoir des sujets sur la dissuasion nucléaire, sur la loi de programmation militaire, les réserves au sein du ministère des Armées. Enfin vraiment, c'est extrêmement large sur tous les sujets intéressant à la fois la sécurité intérieure et à la fois la sécurité extérieure de la France, les enjeux de défense. Et donc c'est un oral de connaissances sur ce contenu. Et puis, souvent, ils développent pour voir si on a une vraie réelle connaissance de ces enjeux et de l'actualité aussi de ces enjeux, au-delà de juste les textes de loi ou les circulaires. Et là, typiquement, tu peux valoriser, toi, tes 4 ans d'expérience en tant que réserviste, mais aussi peut-être les 2 fois où tu étais auditeur jeune dans les instituts, où tu peux montrer un petit peu ta connaissance et que tu t'es pas juste satisfait de tes cours à l'université. Alors plus l'expérience par exemple pour moi sur les jeunes IHEDN, là les jeunes IHEDN organisaient beaucoup de conférences, de colloques avec justement des grands acteurs du monde de la défense et de la sécurité. Et donc c'est typiquement ce genre d'expérience qui a pu après, on va dire, appuyer mes recherches et appuyer mes connaissances pour l'oral, où là on parle de ces grands enjeux. Et ensuite, on a le sport, où donc là on a un package de sport qui est quand même assez poussé, avec des barèmes assez hauts, où les candidats pourront voir, mais on a de la course à pied, des agrès en termes de traction, pompe, abdos, on a de la natation aussi. Tout ça compte pour beaucoup dans le concours. Et enfin, on a l'entretien avec la psychologue. Donc il y a d'abord, comme dans la plupart de ces concours, des tests de personnalité qui sont faits, hein, des tests à la fois sur la personnalité en elle-même, mais aussi des tests bien sûr de dépistage de pathologies psychiatriques, psychologiques. Ensuite, tout ça est conclu par un entretien à durée extrêmement variable avec une psychologue qui va essayer d'évaluer si on a appréhendé ce vers quoi on va en termes de métier, mais aussi notre rapport donc à la mort, notre rapport à la souffrance, et voir un peu si on présente des fragilités psychologiques par rapport à ce métier, parce que effectivement c'est un métier où il faut être capable quand même de se détacher sans être un psychopathe, mais arriver à se détacher des choses tout en gardant donc de l'empathie pour les gens. Et c'est vrai que c'est un équilibre, un bord de falaise qui est assez difficile, et là la psychologue a un rôle important. Ok, donc une fois qu'on a réussi ce parcours, ce marathon d'épreuves, on peut intégrer l'école des officiers de gendarmerie nationale à Melun pour à peu près 2 ans. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes étapes, de manière assez schématique, sur cette formation d'officier de gendarmerie? Et après, on parlera surtout de ton poste actuel. Alors c'est une formation effectivement qui dure 2 ans et qui est assez dense, autant sur le plan professionnel qu'humain. Donc les grandes étapes, c'est tout d'abord une formation militaire,
Donc on apprend, pour ceux qui n'ont jamais été formés, tous les rudiments de la vie militaire. Donc ça passe par le passage dans beaucoup de camps militaires à travers la France, où on va être sur le terrain et on va apprendre les rudiments du combat d'infanterie. Et puis surtout, en fait, ça va nous permettre aussi de monter peu à peu en responsabilité, en aisance dans le commandement, puisque en fait, sur on va dire ces rudiments du combat, peu à peu, on va être placé en responsabilité jusqu'à arriver à celle du chef de section. Donc, qui sera notre rôle en sortie d'école, un officier qui commande entre 20 et 30 personnels. Peu à peu, ça nous donne la confiance en nous pour exercer du commandement. Et après, bien sûr, une grande partie de la formation, c'est aussi la formation académique, où là, comme les gens qui arrivent à l'EOGN arrivent avec d'horizons très divers, en fonction du concours, il n'y a pas que des juristes, il y a des ingénieurs, il y a des scientifiques, il y a des gens qui viennent d'écoles de commerce, où vraiment c'est très diversifié. On mélange aussi concours interne, concours externe, troisième voie. Il y a une déclinaison vraiment de concours de possibilités. Vous êtes une promo de combien de personnes d'ailleurs? Alors effectivement, on est une promo d'à peu près 120-150 personnes. La particularité de l'EOGN, c'est d'avoir cette mixité au sein de la promotion, donc entre les universitaires comme je l'étais, mais aussi les gens du concours interne, qui sont dans les mêmes pelotons, dans la même promotion. Et puis on a aussi des officiers du corps de soutien, donc des gens qui vont être uniquement après dans l'administratif. Et au départ, ils sont dans la même promotion. On a aussi des élèves officiers étrangers qui viennent de pays partenaires de la France. Donc c'est vraiment une promotion extrêmement diverse. Il y a aussi une formation académique, notamment sur le plan du droit pénal, qui est bien sûr très poussée, puisqu'en sortie, on sera tous officiers de police judiciaire. Et il y a une formation aussi académique de l'officier, on va dire, où sont abordées des questions sur les ressources humaines, sur la gestion des personnels, sur le management, sur les risques psychosociaux, mais tout aussi bien sur l'histoire, sur la géopolitique. Enfin, c'est vraiment une formation très riche. Et la particularité, c'est qu'on a aussi, bien sûr, beaucoup de sport tout au long de la scolarité. Donc ça fait une formation vraiment polyvalente où dans la même journée on peut avoir un cours de géopolitique, puis après un cours de sport, puis après on va faire là bien sûr tout ce qui va être les fondamentaux de la gendarmerie, du métier de la gendarmerie. Donc on va faire ce qu'on appelle nous de l'intervention professionnelle, c'est le terme technique pour dire toutes les manières qu'il y a d'appréhender des situations sur lesquelles on va arriver en patrouille, d'interpeller des gens, de les menotter dans la légalité et dans la bonne manière. Donc cette formation permet d'absorber, en plus des rudiments de base de la gendarmerie nationale, pour être légitime auprès de ces agents qui sont d'un rang inférieur, mais qui pour autant sont tellement nécessaires à ce que ta brigade fonctionne. Et derrière, ça permet d'apporter le supplément d'un commandant, d'un officier. D'accord, donc cette formation-là dure 2 ans. On était à la moitié, cursus militaire, puis cursus plutôt académique. On rattrape un petit peu une culture, un niveau en gendarmerie. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dans la deuxième année, on continue à avoir une formation sur vraiment notre futur rôle de chef opérationnel en gendarmerie. Très rapidement, on va arriver dans on va dire nos spécialités. C'est-à-dire que à l'issue donc à peu près d'1 an et demi, on va avoir un premier classement par rapport à tout ce qu'on aura fait dans ces 18 mois. Et on va pouvoir choisir ce qu'on appelle nous nos dominantes d'emploi. Donc c'est les grandes dominantes d'emploi, il y en a 4. Donc au classement, on va choisir parmi ces dominantes. Donc il y a la sécurité publique générale qui va nous permettre d'exercer donc comme chef dans des unités qui sont dans toute la France ou l'outre-mer, commander des brigades principalement. Ensuite, on a la police judiciaire qui va nous permettre donc d'être chef d'unité à vocation uniquement judiciaire. Donc c'est ce que nous on appelle les brigades de recherche et les sections de recherche. Donc ça c'est pareil, il y en a dans toute la France. Police judiciaire, c'est mener des enquêtes, mais toujours sur le champ territorial qui est la campagne. Mais est-ce que pour autant c'est complémentaire de la police judiciaire côté police ville? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est vrai qu'on fait souvent la distinction un peu schématique ville-campagne. Historiquement, c'est que c'est pas tant ville et campagne, c'est vraiment dans le décret une barre en termes de population dans une ville. Aujourd'hui, c'est plus aussi schématique puisque en fait, il y a même pas une majorité, mais une bonne partie des zones gendarmerie qui sont en zone périurbaine, voire urbaine.
La gendarmerie a des communes de plus de 30 000 habitants. Tu as de la gendarmerie dans des zones urbaines très denses, y compris en périphérie de Paris, de Grenoble, de Lyon, de Bordeaux. Donc déjà, la distinction vraiment entre campagne et ville, c'est vraiment atténué ces dernières années. Après, sur la police judiciaire, tout gendarme fait de la police judiciaire. Bien sûr, dans les brigades, telles que celles que je commande, j'ai des officiers de police judiciaire et ces gens-là font les enquêtes du quotidien, y compris parfois des enquêtes qui peuvent dépasser le quotidien des gens, qui vont concerner des grosses affaires. Mais alors justement, on y arrive, c'est que les brigades sont au quotidien chargées de la sécurité des gens, n'ont pas forcément toujours le temps et les capacités, les moyens pour prendre en compte des très grosses enquêtes sur, par exemple, les stupéfiants, des équipes de cambrioleurs qui parcourraient la région ou la France. Et c'est là où interviennent à l'échelon d'arrondissement ce qu'on appelle les brigades de recherche, qui vont être en fait une première équipe de gendarmes dédiée uniquement à prendre en compte donc des enquêtes complexes qui dépassent le ressort uniquement d'une brigade. Et puis en fait, après, au niveau régional, sur le ressort de la cour d'appel, en fait, tu as une section de recherche qui vraiment ont vocation à agréger toutes ces enquêtes, à prendre la direction aussi d'enquêtes vraiment complexes sur des phénomènes sériels, sur des équipes qui parcourent la France. Et ils agissent effectivement en complément et en synergie avec les services de police aussi, puisque bien sûr les délinquants ne connaissent pas la séparation entre la police et la gendarmerie, alternent entre les deux. Donc il y a aussi beaucoup de cellules d'enquête communes, comme je disais un peu avant, police et gendarmerie sur des phénomènes. La troisième, puisqu'on a fait la parenthèse sur la police judiciaire, c'est la sécurité routière. La sécurité routière qui va permettre donc de devenir chef dans des unités dédiées uniquement à la sécurité routière, donc sur les autoroutes, comme les pilotes d'autoroute, ou un peu schématiquement les motards, ce qu'on appelle les brigades motorisées. Et enfin, on a la gendarmerie mobile, donc la dominante maintien de l'ordre, où là, les gens qui sortent vont pouvoir exercer donc dans des escadrons de gendarmerie mobile, qui eux aussi sont répartis dans toute la France, et qui ont vocation à intervenir sur le maintien de l'ordre, donc pareil à nouveau sur les manifestations, sur le renfort à des brigades dans toute la France sur des grands événements, bien sûr aussi le renfort des brigades au sein des Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, au sein de la dominante maintien de l'ordre, il y a aussi, puisque on est à Paris, très important, la garde républicaine, qui assure la protection des palais nationaux, de l'Élysée, de Matignon, de l'Assemblée nationale, qui a un rôle donc très important, et aussi bien sûr un rôle de cérémonie et de prestige par rapport à ce qu'on connaît, la cavalerie. Mais pour faire la parenthèse, la cavalerie de la garde fait des missions de prestige, mais vient aussi, moi qui ai une brigade côtière, en renfort lors des périodes touristiques, faire des patrouilles à cheval sur les plages, par exemple. Et donc la charge existe encore ? Non, je crois même pas que ça, enfin même d'ailleurs je le sais, c'est pas je crois, ça ne fait pas partie depuis les années 20 de la doctrine du maintien de l'ordre. Il n'y a plus de charge à cheval depuis très 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 longtemps, et bien heureusement d'ailleurs. Parce que je faisais le lien justement en partie où tu nous parlais de la charge, mais je me doute que les méthodes ont changé. Il y a une grosse différence quand même, j'ai l'impression, entre sécurité publique en brigade et la mobile. Ça représente combien en termes d'effectifs et une mission peut-être plus concrète ? La majorité des gendarmes, presque 70 000 gendarmes en France, sont dans les brigades, puisque depuis 1720, il y a vraiment ce qu'on appelle le maillage territorial. C'est-à-dire que si tu prends une carte de la France, tu y poses dessus, tu vas voir toutes les brigades de gendarmerie, et en fait ça crée vraiment un maillage partout, sur 95% du territoire, les 5 autres pourcents étant en zone police. En fait, tu vas avoir des brigades de gendarmerie. Et c'est vraiment le rôle fondamental de toutes ces petites ou pas d'ailleurs brigades, d'assurer la sécurité vraiment collective de tout le monde, que la personne habite dans une agglomération ou en proximité d'une agglomération dense, qu'elle habite entre guillemets au milieu de nulle part dans une campagne, elle a le droit à la même sécurité. Ça, c'est vraiment la mission des brigades en général. Et les escadrons de mobiles, un peu plus d'une centaine, il y en a 109, eux, ils sont basés dans une ville, mais en fait, comme leur nom l'indique, ils sont mobiles, en permanence sur la route, en renfort de brigades, que ce soit en métropole, quand il y a les grandes zones d'affluence touristique, par exemple, mais aussi en Outre-mer, jusqu'en Nouvelle-Calédonie, puis sur les grands événements. Donc là, récemment, on les a vus sur les manifestations contre la réforme des retraites, mais bien sûr, sur les grandes manifestations au sens grands événements de voie publique, ils assurent la sécurité et ils protègent
les gens qui participent. On avait l'Euro 2016, bientôt on va avoir la Coupe du Monde de rugby. Dès que tu as un grand match, etc., la sécurité des gens est assurée justement par des mobiles qui viennent en renfort dans toutes les communes. Ok, donc toi, à la fin de cette école, de ce cursus, tu as choisi sécurité publique et tu te retrouves à la tête d'une brigade de gendarmerie à Ouistreham, donc c'est au nord de Caen, si je ne m'abuse. J'avoue, j'ai vérifié un petit peu avant quand même. Mais qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur cette configuration, sur ce poste, que tu découvres? Là, ça va faire 2 ans maintenant que tu es en poste, donc tu as aussi un peu plus de recul. Quelles sont les grandes missions, ce qui revient de manière récurrente? Raconte-nous tout. Alors le quotidien d'un commandant de brigade, justement, c'est aussi pour ça que je l'avais choisi, il n'est pas très routinier. Même quand j'ai prévu mes journées, souvent elles varient. Après, de manière quand même un petit peu schématique, j'ai une brigade, j'ai 36 personnels sous mes ordres. Une bonne partie de mon temps, bien sûr, est consacrée à ce qu'on appelle l'organisation du service. Donc il s'agit de planifier les missions que chacun va faire tous les jours, et bien sûr de les planifier avec de l'avance, puisque les gens ont besoin de savoir ce qu'ils vont faire pour s'organiser. Donc une énorme partie, c'est ça, c'est l'organisation du service, comme tout chef de service de toute institution ou entreprise. Ensuite, une énorme partie aussi, c'est la partie des ressources humaines, bien sûr, où moi je suis l'autorité des ressources humaines de proximité pour mes subordonnés. Donc bien sûr, je vais donner mon avis s'ils font des candidatures diverses ou variées à des postes pour être mutés. Je vais les noter chaque année, apporter un avis sur eux. Je vais demander à qu'ils soient récompensés s'ils font des belles actions ou à l'inverse, bien sûr, les sanctionner s'ils manquent à leurs obligations. Donc ça, c'est une énorme partie. Et puis après, avant tout, et c'est le côté sympa, je suis un chef opérationnel. Donc un chef opérationnel, c'est très clair, c'est que je suis sur le terrain. Moi, j'ai une commune assez touristique, j'ai souvent beaucoup d'événements. Donc là, il s'agit de déployer pas mal de gendarmes, que ce soit des gendarmes de chez moi ou des gendarmes d'autres unités, pour faire face à ces événements, pour sécuriser les gens de l'événement. Et donc là, moi, je suis sur le terrain en tant que chef, je commande, je planifie comment on va organiser la sécurité de cet événement, je raisonne avant, je fais une analyse, savoir quels vont être les risques, et combien j'ai besoin de personnes, à quels endroits je vais les placer. Là, c'est réellement passionnant. Et au quotidien, je suis un chef de terrain, puisqu'effectivement, je peux déjà participer à des patrouilles classiques autant que je veux, intervenir dans le cadre normal du service. Et dès qu'il peut arriver des événements un petit peu particuliers, là, je vais me projeter sur les lieux afin de prendre en compte la situation, de coordonner éventuellement l'arrivée d'autres unités, d'en rendre compte aussi à ma hiérarchie, d'en rendre compte aux autorités judiciaires. Et enfin, pour faire encore très schématique, une grosse partie, c'est aussi bien sûr les relations publiques. C'est-à-dire que moi, ma brigade n'est pas au milieu de la banquise, donc je suis implanté au service d'une population, mais une énorme partie des acteurs qui travaillent avec nous pour la sécurité et le bien-être de la population, c'est par exemple les élus. Alors il y a plein d'autres partenaires avec lesquels on travaille, bien sûr, hein, les pompiers, la police municipale, toutes les associations qu'il peut y avoir. Moi j'ai aussi bien sûr les autorités portuaires, hein, mais les élus sont vraiment nos partenaires du quotidien, et c'est avec eux vraiment que j'ai des relations mais vraiment quotidiennes avec certains maires de ma circonscription ou leurs adjoints pour toute enfin vraiment une diversité de problèmes qui peuvent survenir. Ça peut être des événements particuliers qui sont survenus sur leur commune, dont je vais leur rendre compte. Je vais leur expliquer qu'il est arrivé telle chose, qu'on a mis ça en place, et puis je vais réfléchir avec eux déjà pour les informer, parce qu'ils peuvent aussi vouloir intervenir sur la situation, mais aussi réfléchir ensemble après à que ça n'arrive pas à nouveau, hein. Là c'est vrai que je parle un peu théoriquement, mais très très concrètement, ça va être par exemple, si on se rend compte qu'en ce moment on a un peu plus de vols au préjudice des personnes âgées, et on va voir avec le maire, on va dire ok, là on en a eu 2 ou 3, nous on fait notre enquête, il n'y a pas de problème, on cherche les auteurs. Maintenant je pense qu'on peut énormément agir sur le volet prévention aussi, et donc on va voir avec le maire ou la maire pour mettre en place des réunions, voir avec eux s'ils connaissent aussi vraiment des personnes âgées isolées qu'on peut aller voir. Enfin, là je donne des exemples concrets parce que c'est ce qu'on travaille en ce moment, mais
C'est aussi le principe avec les élus de redevabilité qu'on a envers la population. C'est que nous, dans notre quotidien, on est au service de la population. Très concrètement, moi, en tant que chef, donc, puisque c'était la question, en tant que lieutenant, je représente aussi donc, ma brigade, mais aussi donc, la gendarmerie dans son ensemble, dans mon action au quotidien avec eux. Et par exemple, encore la semaine dernière, j'étais dans un conseil municipal des jeunes. Je répondais à leurs interrogations, à leurs questions, en tant que l'autorité garant de leur sécurité au niveau local. Et autant je peux rendre compte aux élus adultes, je rendais compte à des jeunes. Et en fait, tout ça, voilà, c'est pour donner une illustration, mais je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. C'est très abondant, il y a beaucoup d'aspects différents, à peu près 5 gros points que tu as évoqués, mais déjà peut-être une première clé de compréhension, est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi? Est-ce que c'est le préfet? Est-ce que au sein de ton organisation, toi tu es donc commandant de la brigade à Ouistreham de 36 hommes, comment tu rendais compte régulièrement? Est-ce qu'il y a une réunion tous les lundis avec tous les chefs de brigade de la circonscription territoriale d'une brigade plus grande? Comment ça se passe ça? Alors concrètement, nous on est une organisation militaire qui est calquée en fait grosso modo sur l'organisation administrative de la France et donc concrètement d'un département. C'est-à-dire que moi, ma circonscription de brigade couvre plusieurs communes et ensuite au-dessus de moi j'ai un chef qui est un chef d'escadron qui commande lui ce que nous on appelle une compagnie qui donc rassemble plusieurs brigades. Donc la compagnie correspond à peu près à un arrondissement. Ça dépend vraiment les endroits, comme il y a eu beaucoup de réorganisation territoriale, mais correspond grosso modo à un arrondissement. En général, il y a donc 3, 4, 5, 6 brigades qui sont sous l'autorité de ce commandant de compagnie. À l'échelle du département, tu as donc plusieurs compagnies, et toutes ces compagnies sont commandées par un chef en haut du département, qui est le colonel. Nous on appelle ça un groupement de gendarmerie qui donc regroupe toutes ces compagnies. Donc pour le département du Calvados, on a un colonel qui commande toutes les compagnies et donc par ricochet toutes les brigades de tout le Calvados. C'est l'interlocuteur direct du préfet et donc le préfet lui donne les orientations du gouvernement et après par voie hiérarchique ça redescend jusqu'aux brigades. Donc au niveau un petit peu plus clair justement sur comment c'est organisé au niveau local mais aussi en termes de carrière, de perspective, tu sors de l'école sur un poste de commandant de brigade, et donc tu as 5-6 homologues dans le territoire en fonction de la densité, derrière un chef qui peut aussi t'accompagner, t'aider, et tu rends compte de toute ta circonscription territoriale. Les élus, tout à l'heure quand tu nous as expliqué qu'ils étaient les interlocuteurs vraiment du quotidien, est-ce qu'ils ont aucune limite dans le sens, ils peuvent te déranger, je sais pas, à 23h parce qu'il y a une petite urgence? Bon, je pense qu'une grosse urgence, bien sûr, qu'à 3h du matin, t'as peut-être un cas d'astreinte, mais est-ce qu'il y a vraiment une relation peut-être qui déborde un petit peu en tant que cadre représentant de l'ordre public? Effectivement, au quotidien, on est l'interlocuteur direct des élus. Donc, ils peuvent nous solliciter et je les laisse faire, bien sûr. Je les incite à le faire, même plutôt. Autant qu'il le faut. Après, il y a différentes strates, c'est-à-dire que, et en général, ça marche plutôt bien avec les élus. Moi, dans chaque commune, j'ai mis en place des référents de communes qui sont en fait les interlocuteurs du maire, mais aussi plutôt même de ses adjoints, pour, on va dire, les problèmes du quotidien, les problèmes de tranquillité publique, de voisinage. Donc, le maire, ou plutôt donc ses adjoints dédiés à la tranquillité, par exemple, puisqu'on parlait de ça, vont en fait solliciter par téléphone ou par mail les référents que j'ai mis en place pour la commune. Maintenant, bien sûr, le maire en lui-même ou la maire sait très bien que s'il y a un problème qu'il faut adresser immédiatement, tout de suite, ils vont m'appeler. La plupart savent très bien qu'ils peuvent m'appeler n'importe quand, même quand je travaille pas, même quand je suis en repos, ils peuvent m'appeler parce qu'au moins c'est simple, même si je travaille pas, je leur répondrai de toute manière ou je les rappellerai et je les mettrai tout de suite en lien avec ceux qui peuvent répondre à leurs problématiques au moment X, puisqu'effectivement, bien sûr, je ne travaille pas H24, 7 jours sur 7, tous les jours que Dieu fait. Il y a un système d'astreinte, j'ai bien sûr un adjoint, j'ai même deux adjoints, qui, par exemple, là, quand je suis en train de faire le podcast avec toi, il y a un de mes adjoints qui commande la brigade en mon absence. Maintenant, même quand ces adjoints commandent, au sens de permanence, je reste, bien sûr, le commandant de la brigade. Ces adjoints vont aussi me rendre compte, même sur mes temps de vacances ou de repos, par exemple, si typiquement j'ai des militaires qui sont blessés en intervention, je veux le savoir tout de suite, même si je suis en vacances.
Mais tu dis qu'ils continuent à te tenir au courant alors même que tu es en congé. Donc forcément, ma question, ça va être comment tu te préserves un peu du temps pour toi. Comment tu gères un petit peu le côté perso-pro? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es imposé à toi-même, un fonctionnement d'être toujours connecté à ta brigade et d'assurer voilà, ce lien sur les urgences, mais même des petits comptes rendus d'activité? Comment toi, tu as mûri cette méthode à la sortie de l'école et après peut-être 2 ans d'exercice, tu as trouvé ton équilibre, je suppose? Alors la question que tu poses, elle est très très pertinente parce que la question de l'équilibre, quel que soit le métier, mais particulièrement dans le nôtre qui est très prenant, dans le mien qui est très prenant, elle est fondamentale. Disons que, comme je le disais précédemment, moi je tiens, c'est mon fonctionnement personnel de toute manière, à être au courant des choses importantes ou graves qui peuvent se passer. Tout est fonction de où est-ce qu'on trace cette ligne de ce qui est important. Effectivement, au bout de 2 ans d'exercice, on a une routine et un fonctionnement qui est, on va dire, mature avec mes adjoints. Et ils savent très bien qu'il y a des choses sur lesquelles ils vont me rendre compte quand même, comme je disais l'exemple que je prenais sur les militaires blessés, et d'autres, bien sûr, voilà, eux-mêmes sont aussi des gens très expérimentés qui n'ont pas besoin de me rendre compte pour la mise en place d'un dispositif ou quoi que ce soit. Alors maintenant, on est aussi en 2023, ce qui est plus pratique, c'est qu'on a un téléphone professionnel, et donc sur ce téléphone, sans qu'il me rende compte ou qu'il me dérange, je suis en mesure quand même en congé, de vérifier un peu ce qui s'est passé au quotidien, etc. Maintenant, la question de l'équilibre, et ça, effectivement, pour les aspirants à ce métier, c'est très très important. C'est qu'on a un métier qui s'arrête jamais. C'est-à-dire que ça tourne en continu. Il y a tout le temps des événements qui surviennent. Il y a tout le temps des nouvelles enquêtes, des nouveaux problèmes, des nouveaux trucs à mettre en place. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Il y a un moment, il faut dire, effectivement, je rentre chez moi, je ferai le ski demain, parce que il faut tenir dans la durée. Il faut tenir dans la durée et il faut aussi avoir conscience que même si on se dit tiens, aujourd'hui c'était calme, alors je vais peut-être bosser sur ça ce soir, en fait le lendemain sera peut-être pas calme. Et là où je dis c'est très important, ça c'est valable pour tous les gendarmes ou les policiers, même quel que soit leur grade, mais là où c'est très important pour moi, c'est que moi je vais être chef et donc on va attendre de moi une décision dans ces moments justement critiques. Or, si je me suis vraiment pas du tout préservé, autant physiquement que mentalement, cette décision ne sera peut-être pas forcément bonne ou en tout cas facile à accoucher parce que effectivement je serais fatigué, j'aurais ma tête complètement dans autre chose et donc il est important en fait, pas seulement pour son équilibre personnel, mais aussi pour le bon fonctionnement de la brigade et la bonne réussite de son commandement, de se préserver justement pour prendre la bonne décision, ou en tout cas une décision apaisée au moment X. Aussi parce qu'on a un métier de relations humaines, et comme dans toute personne, quand on est fatigué, quand on n'a pas arrêté, on est beaucoup moins dans l'écoute, etc. Or, on a un métier où il faut absolument maintenir une écoute permanente et une humanité envers... je peux pas me permettre de juste parce que je suis fatigué, parce que je me suis pas préservé, être désagréable avec un de mes subordonnés, mais purement gratuitement. En fait, ça je me l'interdis, bien sûr. C'est marrant parce que c'est pile poil la conclusion sur laquelle aboutissait Maxime Maxime Toré dans l'épisode 6, maire de Montmorency, et qui me racontait justement sur ce travail du quotidien, de faire un 2 fois 35 heures quasiment, mais en même temps d'être en capacité de prendre parfois des jours de congé parce que c'est important pour pouvoir revenir un petit peu dans un cadre rationnel, pragmatique de la décision. Et donc combien d'heures de travail tu fais par semaine? Alors je me doute bien que c'est variable, mais on est sur quoi? On est sur un 2 fois 35 heures, 5 journées assez denses jusqu'à 20h, 22h, et peut-être même ça a changé entre ta sortie d'école et aujourd'hui. Alors en termes d'heures, pour être concret, j'avais calculé avec mon adjoint qu'on faisait à peu près entre 72 et 75 heures par semaine. Ce qui effectivement fait à peu près tes 2 fois 35 heures. Concrètement au quotidien, ça va faire, quand c'est des heures, des journées classiques, du 7h, 19h30 chez moi. Pourquoi commencer à 7h quand la plupart commencent à 8h à la brigade? Parce que après, la journée commence avec toutes les sollicitations extérieures. Et donc, c'est aussi un horaire le matin où on peut travailler tranquillement et échanger aussi avec mon adjoint sur des thématiques de ressources humaines.
Ce qui explique d'une certaine manière que ça fait à peu près 5 mois que je cours derrière toi pour qu'on arrive à scaler une date et que malheureusement il y a une ou deux fois où ça a sauté parce que tu étais pris et obligé de rester sur ta circonscription. Mais voilà, on a réussi enfin à savoir. Là, ça va faire maintenant 2 ans que tu es commandant de brigade à Ouistreham. C'est quoi les perspectives à court terme, moyen terme? Ou est-ce que tu te vois même dans 10 ans peut-être? Et aussi une petite question accessoire, combien ça gagne un commandant de brigade par rapport au nombre d'heures que tu fais? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça fait 2 ans et nous, nos affectations sont en général 3 ans dans la même affectation. L'année prochaine, je vais être muté en 2024. Donc là, je suis lieutenant et en 2024, je passerai capitaine, donc le grade au-dessus. Et je serai muté quelque part en France ou à l'étranger. Alors, la logique, pour faire court, dans notre institution, elle est qu'en fait, on alterne entre des temps de commandement opérationnel sur le terrain, à la tête d'unité de terrain, et des temps en état-major, ce qu'on appelle des temps d'environnement, où on est dans un état-major, où on est en interministériel, où on est en école, bien sûr aussi. On fait des vœux, bien sûr, on évoque ce qu'on aimerait. Maintenant, on reste militaire, donc mon prochain poste sera là où la gendarmerie aussi estime que mes compétences seront le mieux employées. Et par rapport aux perspectives, en fait après, on continue à monter en grade, au choix, au mérite. Toutes ces montées en grade, en fait, sont aussi corrélées à une mobilité géographique, donc tu en parlais, mais aussi une mobilité en termes d'emploi. Ce qui est assez intéressant aussi quand même dans notre métier, c'est cette alternance entre donc des postes de terrain qui peuvent être donc, comme je l'ai évoqué bien avant, des terrains très variés entre la mobile, la sécurité routière, la brigade, et ces postes en état-major, en environnement ou en école comme formateur. Et après, en termes de perspective, mon prochain retour sur le terrain sera comme commandant d'une compagnie, où là donc, comme je disais, je commanderai un échelon qui chapeaute plusieurs brigades, à nouveau quelque part en France, et avec un grade de commandant. Donc si on calcule à peu près dans 10 ans, dans 10 ans, je devrais commander cette compagnie. Ça fera à peu près ça en termes d'évolution. Et sur le salaire ? La rémunération, elle évolue en fait avec les responsabilités. Elle est aussi corrélée au type de responsabilité, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de logique de prime en fonction de là où on est, un peu comme dans le reste de la fonction publique. Et moi actuellement, donc cumulé entre la grille indiciaire et puis les primes que je peux avoir, à Ouistreham, je gagne à peu près 3 000 € par mois. Ok, une dernière question sur cette partie 2. Avec le podcast, je vais certainement avoir des personnes qui travaillent en préfecture. Quelle relation tu as avec la préfecture, avec le directeur de cabinet, ou en tout cas ce volet cabinet du préfet qui correspond à l'ordre public, à la sécurité, à l'urgence? Est-ce que tu as des interactions avec lui? Comme tu disais, le directeur du cabinet du préfet, il a sous sa responsabilité notamment l'ordre public. Donc c'est l'interlocuteur du quotidien sur les thématiques de sécurité pour la gendarmerie. Maintenant, en termes d'échelon, c'est beaucoup plus le commandant de compagnie, voire carrément le commandant de groupement, qui va être l'interlocuteur avec le directeur de cabinet du préfet sur donc ces thématiques et qui va évoquer avec lui des événements qui ont pu se passer chez nous. Personnellement, j'ai pu avoir un peu plus que la norme des interactions avec notamment le directeur de cabinet, puisque j'ai un port transmanche sur ma circonscription, qui a donc beaucoup de thématiques qui correspondent à la présence de ce port, notamment sur l'immigration irrégulière. Donc j'avais quand même des visites et des réunions régulières où le directeur de cabinet du préfet était présent, où moi j'étais présent aussi pour représenter la gendarmerie, souvent avec mon chef. Et donc on avait des interactions, mais je ne suis pas son interlocuteur, c'est pas de mon niveau d'avoir des relations directes avec lui. Ok, très bien, merci. Et bien on va passer sur la partie conseil au concours. Aurélien, partie 3 sur les conseils sur le concours d'officier de gendarmerie nationale. Mais peut-être d'abord une anecdote, une situation professionnelle que tu as rencontrée et que tu ne pensais pas que ça pouvait prendre une place aussi importante dans le métier.
et sur laquelle tu aurais peut-être apprécié d'être préparé en amont quand tu passais les concours, justement, quand tu étais étudiant à SAS et à Sciences Po. Alors, une anecdote qui peut me venir en tête dans la période récente, c'est pas tant sur le plan, on va dire, opérationnel, puisque ça, c'est pas pendant les études que j'aurais pu me préparer, mais c'est vraiment sur le plan humain. Comme on l'a aussi évoqué, je passe beaucoup de temps au travail, beaucoup de temps dans ma brigade, donc forcément, il y a quand même des liens, pas forcément d'amitié, mais en tout cas d'estime avec mes subordonnés. Voilà, on s'apprécie, j'en apprécie certains beaucoup, et le problème, c'est que, enfin, c'est pas tant un problème qu'une réalité, c'est que je reste leur chef hiérarchique. Et récemment, effectivement, un des personnels que j'apprécie pas mal dans la brigade, qui fait bien son travail, tout ça, et ben en fait, il a une inaptitude au service de la gendarmerie, une inaptitude médicale. Et donc, lui, c'est un peu, voilà, il a envie quand même de rester dans la brigade, mais la réalité et l'intérêt général de la brigade fait que normalement, il ne peut pas rester dans l'unité. Et lui a fait une demande, donc toute officielle, etc., sans rentrer dans les détails, mais pour rester dans la brigade. Et moi, en tant que chef local, malgré toute l'estime et on va dire l'amitié que je peux lui porter, j'ai dû me positionner contre. J'ai dû me positionner de manière défavorable pour qu'il continue à servir dans l'unité. Et c'est vrai que ça, bon, là comme ça paraît peut-être anecdotique, mais sur le plan psychologique, c'est important. On ne peut pas vraiment se préparer à ce volet vraiment négatif des ressources humaines et de parfois devoir penser au-delà de l'homme ou la femme qu'on a en face et auquel on peut estimer. Nous, en tant que chef, on doit penser à l'intérêt général de la brigade, à son fonctionnement en général. On est obligé de penser au collectif et de faire prévaloir ce collectif, cet intérêt général de la brigade, cet intérêt général du service de la France, au-delà des situations personnelles. Et forcément, voilà, c'est pas les moments très drôles pour un chef hiérarchique. Et pour moi, ça reste les moments quand même marquants. On est obligé de se positionner, de trancher. Et donc, d'un point de vue préparation concours, d'un point de vue positionnement, en anticipation un petit peu pour nos auditeurs qui peuvent être des étudiants, des préparationnaires au concours, ou même peut-être simplement des fonctionnaires en poste, mais qui prendraient ce conseil avec plaisir, tu peux en tirer un conseil plus global en termes de posture ? En termes de posture, je pense qu'il faut vraiment anticiper et réfléchir avant à... on ne peut pas tout anticiper, tout réfléchir à toutes les situations qui pourraient venir, mais vraiment réfléchir sur soi-même à ce volet ressources humaines et comment on veut se positionner. Je pense que à l'OGN, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de cours avec notamment des psychologues du travail sur voilà, cet équilibre qu'il faut avoir entre commandement, management et cette nécessité de prendre en compte l'humain tout en faisant prévaloir l'intérêt général de la brigade. Il ne faut pas prendre ces cours et tous ces manuels, tous ces conseils qu'il peut y avoir à la légère. Il faut vraiment s'y intéresser parce que derrière, il y a des risques psychosociaux vraiment réels. Et trouver cet équilibre entre dire les choses et ne pas faire tomber la personne dans une situation de souffrance personnelle, c'est vraiment très 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 particulier et il faut s'y préparer psychologiquement. Et même, tu le disais, c'est aussi l'intérêt du service, l'intérêt du collectif. Et donc, si tu gères mal cette situation individuelle, ça peut aussi avoir des conséquences sur cette solidarité entre les collègues, cette cohésion. C'est des choses qui, voilà, il faut savoir maîtriser ça dès le moment où ça arrive, parce que si on n'a pas anticipé, on peut très vite peut-être se mettre à dos toute son équipe, et là, les intérêts personnels, professionnels se confondent et ça devient très compliqué. Effectivement, je suis absolument d'accord, et ça fait partie on va dire, mon conseil, un de mes conseils principaux et mon éthique de travail, et c'est toujours dire les choses tout de suite et dire les choses franchement à la personne auquel on a quelque chose à reprocher, ou alors là, en l'espèce, à la personne voilà, on va se positionner défavorablement. Comme pour les aspirations professionnelles, il faut, quand on a des gens chaque année qu'on note et on va dire qu'est-ce que vous voulez faire l'année prochaine et tout, on a des gens qui vont nous dire je veux faire ci, je veux faire ça, et là le rôle du chef aussi, c'est vraiment de se positionner clairement en disant oui, moi je pense que si tu veux faire ça, il faut que tu mettes ça en place. Mais où ça, c'est pas du tout à t'apporter pour l'instant. Et vraiment, mon quotidien, j'ai vraiment le conseil que je peux donner, c'est surtout d'être franc, de dire les choses directement, tout de suite. S'il y a un souci, on peut pas toujours y mettre fin immédiatement, mais en tout cas, adresser la situation immédiatement. Parce qu'il n'y a rien de pire, effectivement, je suis d'accord avec toi,
que de laisser pourrir quelque chose en espérant que ça va s'atténuer, quoi que ce soit. Ça, c'est pas vrai, parce que je suis pas le seul à faire beaucoup d'heures dans ma brigade. Les gens travaillent énormément ensemble au quotidien, et une situation non traitée, non seulement effectivement ça peut un peu pourrir et gangréner la cohésion, mais aussi ça envoie le mauvais message aux autres, puisque les autres vont dire ah bah oui, d'accord, le chef a pas voulu se positionner là-dessus, alors que quand même c'est pas top. Et là on perd pied parce que ou des gens vont moins nous considérer comme un chef parce qu'on n'aura pas pris de décision au moment opportun, y compris sur un sujet sensible. Sur ce beau conseil de gestion des ressources humaines, maintenant peut-être des conseils sur la forme, sur le fond, comment tu as préparé ces concours, comment tu as vécu ce concours, du coup, comment tu as préparé cette année à Sciences Po. Un conseil sur la durée, sur les épreuves, qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus ? Alors, un grand conseil que je peux donner, puisque c'est à partir de, on en a parlé tout à l'heure, en 2015, quand je suis rentré en réserve, j'avais donc eu cette volonté déjà. Je savais qu'à la fin de mes études, je voulais passer le concours d'officier de gendarmerie. Dans la période entre 2015 et 2019, j'ai tout fait pour bleuir, on va dire, mon CV et montrer au futur jury, mais aussi m'apprendre, moi, le maximum de culture militaire et gendarmique, avoir un CV qui soit le plus cohérent possible pour le concours. Donc si je peux, le principal conseil que je peux donner à des gens qui sont encore étudiants, c'est ça, c'est à partir du moment où on sait ce qu'on veut faire, grosso modo, je dis pas forcément officier de gendarmerie, mais disons par exemple travailler dans la police, dans la gendarmerie ou dans les douanes, dans ces grandes thématiques, faut pas attendre d'être en master pour se réveiller, parce qu'il faut aussi savoir que par exemple on parlait de la réserve. Si on s'est engagé l'année précédente, le jury n'est pas abruti et verra très bien qu'on s'est engagé alors qu'on était dans la phase de préparation du concours. Et donc ça paraît quasiment un petit peu fait exprès pour le mettre sur le CV, sauf que derrière, s'il gratte, il n'y aura absolument aucune anecdote, il y aura rien à en tirer pour eux. Autant pas le mettre sur le CV, entre guillemets. Donc il est vraiment très important d'anticiper ça vraiment très en amont dans la construction de son CV, parce qu'il y a des choses qui prennent beaucoup de temps pour donner quelque chose d'intéressant, de mature. Donc je parlais de la réserve, moi ça a été aussi l'engagement dans les jeunes IHEDN, puis après c'est faire des choix aussi de matières qui sont cohérentes. Mais pour autant, si quelqu'un qui a encore été hésitant, qui arrive en Master 1, Master 2, est-ce qu'on peut quand même valablement se présenter au concours avec une expérience un peu plus faible ? Est-ce que c'est rédhibitoire ? Alors absolument pas rédhibitoire, puisque concrètement j'ai des camarades de promotion qui viennent d'horizons extrêmement divers. J'ai des camarades de promotion universitaires qui étaient comme moi, réservistes, machin. J'en ai d'autres qui étaient dans une optique magistrature, qui étaient dans une école de commerce, vraiment. Et d'ailleurs, justement, la gendarmerie, depuis quelques années, cherche vraiment à avoir des profils le plus différents possible, et avec vraiment des parcours d'études et des parcours de vie très variés. Pourquoi ? Parce que, comme on a pu l'aborder bien avant, notamment par exemple pour les commandants de brigade, mais aussi ensuite dans leurs responsabilités territoriales comme commandant de compagnie, commandant de groupement, nous en fait on a une grosse partie qui est sur les relations publiques, où il faut avoir un langage qui nous permette de parler non seulement avec les partenaires institutionnels, que nous, anciens étudiants en droit, on peut avoir on va dire le vocabulaire, mais aussi avec les partenaires du monde de la justice, avec les partenaires du monde des entreprises, et puis des élus qui eux-mêmes sont de métiers initiaux extrêmement différents. Donc en fait, cette diversité de profils, au contraire, elle est recherchée. Donc par contre, là on arrive sur le deuxième point, c'est-à-dire qu'il y a l'anticipation éventuellement. Si cette anticipation n'a pas pu être faite pour des raisons X ou Y, ce qui est super important, c'est d'arriver face au jury avec un projet cohérent. Ça s'incarne pas justement d'ailleurs juste devant le jury, mais avant, dans la lettre de motivation qu'il y a à envoyer dans le cadre de la préparation du concours. Il ne faut vraiment pas se tenir uniquement à dire je veux rentrer en gendarmerie parce que ci, parce que ça. Il faut surtout développer un projet professionnel en gendarmerie, et ça impose quand même de faire ses recherches sur le fonctionnement interne. C'est marrant que tu parles de l'aide de motivation, parce que là, pour le coup, pour les autres épisodes avec qui on a fait directrice d'hôpital, commissaire des armées, etc., tous les concours, il y a peut-être une notice à remplir avec une sorte de CV, mais
transformée, adaptée au concours en particulier. Mais là, tu parles carrément de l'aide de motivation au stade du concours, une aide de motivation qui fait quoi, 1 page, 2 pages, et où vraiment, on doit choisir les mots, on doit scruter, etc. Enfin, c'est vraiment un exercice compliqué. Ah oui, absolument. En fait, c'est une lettre de motivation qui, statutairement, est même adressée au ministre de l'Intérieur, hein, pour dire pourquoi on veut être officier de gendarmerie. Ce qu'il faut surtout pas faire comme écueil, on a l'impression que ça peut être une épreuve supplémentaire, mais moi, je trouve qu'au contraire, ça permet de donner des billes en avance sur soi au jury. Parce que l'entretien avec le jury, mine de rien, ça peut être court en termes de temps, donc on n'a pas le temps d'aborder toutes ces motivations, et donc il est très important de pouvoir placer ces pions, entre guillemets, avant. Donc il y a premier écueil à éviter, mais ça j'apprends rien à personne qui a postulé dans quoi que ce soit, c'est ne pas faire une redite du CV. Il faut vraiment voir ça comme 2 choses parallèles. Donc il y a le CV qui effectivement, attention, à vraiment l'adapter au concours gendarmerie, mais surtout d'ailleurs, puisqu'on parle du CV, à ne pas se censurer. Ça, j'ai l'occasion de le dire aussi à des jeunes que je prépare même pour le concours sous-officier. Il ne faut pas se censurer, c'est-à-dire qu'il y a des expériences qui peuvent paraître peut-être futiles au moment de préparer le concours d'officier de gendarmerie et qui ne le sont absolument pas. Déjà, il n'y a pas de futilité à avoir eu plein de jobs étudiants, etc. Ça montre qu'on s'est engagé, on a toujours travaillé. Et puis après, faut pas préjuger, il faut voir bien ça avec ses proches. Il y a des expériences, par exemple le BAFA, qui montre qu'à un petit niveau, dans une colonie de vacances, on a quand même exercé des tâches d'encadrement. C'est pas anodin selon la colonie. Et donc en fait, ça pour le jury, c'est une toute petite pierre qui montre que c'est une personne qui a une capacité éventuelle d'encadrement. Après tout, la brigade, c'est une colonie version un peu plus grande, c'est ça? Ouais, je vais pas me prononcer sur la question parce que je vais faire des mécontents. Mais non. Par contre, ouais, pour revenir sur la lettre de motivation, du coup, la lettre de motivation, oui, de parler un tout petit peu de ce qu'on a pu parler sur le CV, de où on vient, pourquoi on veut s'engager. Et ça, je donnerai pas de conseils parce que chacun doit trouver les mots qui correspondent à soi, de pourquoi je veux m'engager pour la France, pour la gendarmerie nationale. Mais après, vraiment, ce qui est fondamental de faire, c'est d'avoir un projet en gendarmerie, et surtout un projet qui soit cohérent par rapport à son parcours, mais cohérent aussi par rapport à l'institution. Donc là, ça oblige le candidat, normalement, le candidat qui postule un concours se renseigne vraiment sur comment ça marche dans l'institution et quels sont ses débouchés immédiats en sortie d'école. On ne demande bien sûr pas un projet sur 30 ans, mais de dire, voilà, concrètement, voilà d'où je viens, voilà ce que je veux faire précisément dans la gendarmerie. Ce qui ne préjuge absolument pas, et d'ailleurs le jury peut être assez bien sûr taquin là-dessus. Après, comme on en a parlé, il y a 2 ans d'école, beaucoup de choses peuvent se passer, et puis à l'école on a un petit aperçu aussi de toutes les spécialités, et parfois en fait on peut avoir un coup de cœur pour quelque chose qui n'était pas du tout notre projet initial, et donc il faut aussi cette capacité d'adaptation, changer un peu, mais vraiment voilà, exposer un projet cohérent, ça c'est super important. Juste, ça intervient à quel moment dans le concours? C'est après les épreuves écrites? C'est avant les épreuves écrites? C'est à quel moment? Et non, la lettre de motivation, dans mon souvenir, c'était dans le dossier d'inscription. Donc quand on s'inscrit au concours en fin d'année N-1 du concours, donc concrètement en septembre, octobre, novembre de l'année précédente où on va passer le concours, on envoie tous nos éléments personnels, plus la lettre de motivation, plus le CV à ce moment-là. Donc ça s'improvise pas du tout, et c'est avant toutes les épreuves. Et ça, d'une certaine manière, c'est aussi assez salutaire parce que combien de personnes, moi, j'ai pu croiser quand je passais les concours, qui se découvrent une passion après les écrits de l'École nationale d'administration et qui doivent en 1 mois et demi s'inventer un projet et se dire, ah mais mince, est-ce que vraiment c'est ce que je voulais faire, ou qui vraiment découvrent. Là, avant même les écrits, on doit trouver les mots, être capable de bien résumer ce pourquoi on est là, et surtout avoir la connaissance exacte, fine. Enfin, c'est vraiment du coup un travail préliminaire qui devrait être normalement pour tout concours. Mais là, en tout cas, ce qui est dans la gendarmerie, et peut-être pour commissaire de police, je sais pas, mais tu me fais non de la tête, donc je suppose que ok. Mais en tout cas, là, c'est vraiment salutaire parce que les personnes vont pouvoir aussi puiser dans cette lettre de motivation tout au long de leur année
pour se rappeler pourquoi ils passent ces concours et pourquoi en fait ils font autant de sacrifices personnels sur cette année de préparation, parce qu'ils les ont mis sur papier. Donc cette particularité peut-être mériterait d'être généralisée d'une certaine manière à d'autres concours. En tout cas, voilà, c'est la réflexion qui en ressort. Est-ce que tu avais peut-être un conseil principal sur les épreuves écrites à donner ? Alors sur les épreuves écrites en général, rapidement sur la synthèse de dossier par exemple, en fait il y a pas de tant de conseils qu'il y en a un seul, c'est s'entraîner au maximum puisque c'est un exercice vraiment très particulier et puis comme on l'a dit 600 mots, donc en fait c'est que de l'exercice et de l'exercice intellectuel de savoir toujours faire au plus dense et au plus sans que ça perde son sens en restant avec du liant. Après, principalement sur la culture générale, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, le maximum de conseils que je peux donner, c'est d'avoir une culture générale vraiment diversifiée, qui soit pas trop académique, qui montre vraiment une curiosité du candidat tout azimut en fait. Avec quelques marqueurs, parce que c'est toujours apprécié, qui correspondent à la culture militaire, à l'histoire, puisqu'on s'engage quand même dans une institution militaire, donc c'est quand même important d'avoir une culture militaire. Maintenant, il ne faut pas que ce soit trop téléguidé, faut que ça reste des exemples qui soient pertinents pour le candidat et surtout pertinents par rapport au sujet. Maintenant, il ne faut vraiment pas se censurer à mon sens, sur cette épreuve de culture générale en restant trop académique, et il faut vraiment aller chercher des sujets, y compris dans les domaines scientifiques, géopolitiques, même de l'actualité, mais il faut vraiment s'ouvrir au maximum. Tant que c'est traité avec hauteur et pertinence, mais on peut toujours puiser et magnifier peut-être une référence qu'on pourrait dire populaire ou une référence pas de côté, mais à partir du moment où après on l'habille, on la déguise, elle peut totalement être au service d'une argumentation et même peut-être intéresser avec un regard averti le correcteur. Est-ce que tu as un ou deux conseils de lecture pour nos auditeurs ? Alors conseil de lecture, pour ceux qui sont purement en train de préparer le concours, moi je leur dirais quand même de lire un livre sur l'histoire des gendarmes et de la gendarmerie de Jean-Noël Luc, qui leur permettra d'avoir un minimum de culture militaire sur l'institution et puis sur tous les gendarmes qui nous ont précédés en faisant à peu près le même métier comme ça depuis le Moyen-Âge. Maintenant, sur le plan plus personnel, moi il y a un livre que j'aime pas mal qui s'appelle Les chemins d'Ien Phen Phu. Et en fait, ça retrace des itinéraires personnels de gars qui se sont tous retrouvés à la fin, à la bataille de Dien Phen Phu en Indochine. Dedans, il y a un jeune officier qui s'appelle Pierre Latane, qui s'en est sorti, qui a fini général. Mais lui, j'avais trouvé que, entre guillemets, sa vision de jeune officier arrivant donc sur un théâtre de guerre et devant faire ses preuves face à des gens très endurcis, très expérimentés, c'est inspirant pour un jeune officier, toute proportion gardée bien sûr, mais c'est assez inspirant parce que les bases de l'exemplaire, de commander par l'exemple, tout ça, de l'engagement, elles sont les mêmes. Merci pour ces deux conseils de lecture qui correspondent à deux étapes différentes et avec un livre un peu d'introduction, mais qui est tout autant nécessaire d'avoir le cadrage technique global dans l'histoire, et ensuite une illustration assez forte avec les cas d'Indochine. On clôture ce podcast. Mot de la fin, ce que tu as envie de dire, ce qui te passe par la tête, à toi de jouer. Le mot de la fin, déjà pour les éventuels candidats au concours qui m'écoutent, bon courage à vous et bon courage à l'OGN après. Et puis David, merci de ton accueil, merci de ton écoute, de tout le travail que tu fais pour ce podcast. Et puis au service de notre ambition publique. Super, merci beaucoup Aurélien pour le temps que tu nous as accordé. On a réussi enfin à savoir et je t'en remercie, les auditeurs également. J'espère qu'ils ont passé un bon moment en notre compagnie. J'en profite pour vous dire que si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Vous êtes de plus en plus nombreux au fil des épisodes à écouter ce podcast, à me soutenir, et je vous en remercie très sincèrement. Les retours sont très précieux et me permettent de mieux préparer la rentrée et l'évolution du podcast. Enfin, surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir.
Donc continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.